Je le fais par sincère envie de m'engager pour ma profession. C'est quand même un beau bateau quand même. Hein. Notre mission, c'est de les aider à regarder différemment leur entreprise pour trouver les racines invisibles de leur succès. Il y a de la peur. Il y a de la peur. Faut pas se mentir, ça fait peur. Même moi, j'ai peur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dixit. Ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial, l'expertise comptable. L'enjeu de ce métier-là, vous savez, on va vers la facturation électronique, c'est un truc qu'on attend depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a un expert pour nous en parler. Il s'agit de Gilles Bossiger. Bonjour Gilles. Bonjour Olivier. Toi, le bienvenu à la maison. Merci. Je le disais, on va parler beaucoup de ça parce que c'est vrai que ça agite un peu les consciences aujourd'hui. Vers quoi on va? Ce sont des métiers qui ont été un peu télescopés, peut-être plus que d'autres, par l'IA, les nouvelles technologies, les nouveaux outils. On va profiter de ton expérience là-dessus pour faire un peu le vrai du faux. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Est-ce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Mais avant, j'aimerais qu'on voit comment tu as traversé la vie jusqu'à venir aujourd'hui sur ce fauteuil. Écoute, avec plaisir. Alors, je m'appelle Gilles Bossiger, je suis expert comptable, mais avant tout, je suis père de 2 filles de 1 an et 3 ans qui occupent une grande partie de mon esprit et de mes nuits, parce que la petite ne dort pas encore. Ouais. Je suis un homme qui aime par-dessus tout fumer le cigare, boire du whisky Ok. et écouter Damien Saez, qui est ma grande passion. Un petit côté anard. Bah, c'est tout le paradoxe entre un C'est vrai. expert comptable d'un côté très rigoureux qui fait des chiffres toute la journée et mon côté un peu anard, Il y a effectivement. une certaine forme de dualité là-dedans. Ouais, absolument. Mais c'est là-dessus que je me construis et que je m'alimente aussi. Bien sûr. C'est ce qui permet de se vider la tête, Ouais. de aussi voir autre chose, voir les choses autrement. Et je suis vraiment un grand fan de Damien Saez. J'écoute ça tout le temps, non-stop, toute la journée. Excellent. Ma femme n'en peut plus. Ok. Alors, en préparant cette émission, j'ai lu un truc incroyable. Première aventure entrepreneuriale dans les années 2000 et tu montes un site Nintendo Maniac. Oui, absolument. C'est vrai que c'était déjà une folie, ce truc-là. Euh, c'est la première fois où tu te confrontes au monde de l'entreprise. Tu es dans quel état d'esprit quand tu montes ça? Alors, il faut aussi situer ça dans le contexte parce qu'au début des années 2000, Internet n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. C'était clair. un monde très amateur. Il y C'est vrai. avait très peu de professionnels sur Internet. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas encore eu Facebook notamment. Et donc, j'étais à l'époque au collège. J'étais en 6e ou 5e et un grand passionné de jeux vidéo, Ouais. comme souvent on l'est quand on est un garçon au collège. Et donc, j'ai créé mon site internet Nintendo Maniac qu'on a codé from scratch, en HTML, PHP à l'époque. Waouh. Ouais, Ok. c'était une belle aventure et il se trouve que ce site a plutôt bien marché. Et alors, c'était quoi? C'était de l'info sur les jeux? C'était des premières démos sur les jeux? C'était quoi? C'était alors de l'info, Ouais. de l'information pure. Et en fait, assez vite, on a été contacté par Nintendo qui, à l'époque, cherchait justement des sources de relais pour diffuser ces informations. Et alors, ça a été absolument incroyable et surprenant parce que quand tu es tout Incroyable. jeune comme ça et que tu es contacté par une entreprise, tu t'y attends pas forcément. Et donc, Et on donc, a même attends, t'as quel âge à ce moment-là? 12-13 ans, tu vois, t'es au collège, quoi. Et Nintendo commençait à nous envoyer les jeux en avant-première pour qu'on puisse les tester, les diffuser via notre site. Ouais. Donc ça a été une belle expérience. J'en vivais pas, c'était Ouais, pas ouais, mais c'était professionnel. une première expérience. Oui, avec quand même du monde à gérer, puisqu'il y avait beaucoup de bénévoles qui s'activaient autour de ce site. Et c'est d'ailleurs dans cette aventure-là que j'ai rencontré l'un de mes associés aujourd'hui. Fou. Donc, on Alignement avait des le même planètes. âge, la même passion à l'époque. On est restés amis toutes ces années. Et en 2016, quand on a créé cet ange-là, on l'a créé ensemble. Après cette aventure Nintendo Maniac. Et pendant les pauses, vous faites encore un petit peu, ça joue un peu ou pas? Non, franchement, je ne malheureusement, on a joue plus plus le du tout. temps. On a plus le temps. Déjà parce que j'ai plus le 2 temps. filles déjà, tu Voilà. joues plus. Et puis, j'ai tellement mangé, vécu Ouais. jeux vidéo à cette Ah ouais, époque-là ok, que j'ai un petit peu saturé et j'ai même du mal aujourd'hui à reprendre une manette. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Stangelin, on y vient. Alors, Stangelin, pour ceux qui nous regardent, c'est lui. C'est un peintre. Alors, C'est une de ses peintures. c'est une de ses C'est peintures. pas lui qui est C'est là. pas lui précisément avec les moutons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un gars qui a priori, on le considère assez expert pour enjoliver une nature un peu tristoune. C'est ça, Ok. exactement. Pourquoi lui? Alors déjà, Alphonse Tangelin, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Donc il y a quand même un lien familial. Vrai sens. Exactement. Et alors moi j'ai baigné dans du Stangelin chez mes parents, il y a des Stangelins absolument Alors, partout. Stangelin, tu le situes, c'est quelle période? Début des années 1900.
D'accord, ok. Un peintre lyonnais, mais qui a plutôt peint des paysages hollandais, donc ça, je pense que c'est hollandais, et qui a eu sa petite heure de gloire très modeste, puisqu'il était peintre professionnel, hein, pour le coup. D'accord. Donc j'ai toujours évidemment apprécié son œuvre, bon, ils sont toujours héritiers de cette œuvre. Ouais. Et on a eu l'idée de reprendre son nom pour désigner le cabinet, nommer le cabinet, à une époque où on cherchait une marque qui dépasse le nom des associés. Aujourd'hui, on est 4 associés, donc on ne voulait pas reprendre le nom des associés parce que ça peut évoluer, on fait d'autres Ouais. associés plus tard. Et donc on cherchait un nom un peu iconique avec une histoire. Et donc Marqueur de temps également. absolument. Et donc on a retenu Stangevin qu'on a bien aimé, on a bien aimé la sonorité du nom. Depuis 2018, je crois qu'on a retenu ce nom à cette époque-là, on développe tout notre marque, notre plateforme de marque C'est-à-dire autour de qu'il ce nom. existe au travers de la marque, c'est-à-dire que vous en faites état. Vous dites que ça vient d'un peintre et il est rentré quelque part dans une notion marketing de la boîte également. Absolument. Quand tu viens au cabinet, tu as des tableaux Stangelin. Extra, super. Hein. Alors mes collaborateurs sont pas toujours fans, mais moi j'aime bien. Eh ben, t'as raison. Attention, c'est le seul exercice qui va être un peu encapsulé dans cette émission. Il s'agit du pitch elevator. Nos amis connaissent maintenant. Pitch elevator, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est monter dans l'ascenseur avec quelqu'un qui est très important pour toi, que tu dois convaincre en quelques minutes, puisque du rez-de-chaussée, truc. Moi, je vais être cette personne-ci. En revanche, je vais descendre au 2e étage. C'est-à-dire que tu as 15-20 secondes max pour nous donner la promesse du cabinet Stangelin. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors attention, on lance le pitch elevator. Alors, chez Stangelin, nous, on est convaincus d'une chose, c'est qu'on est là pour aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves. Et notre conviction, c'est qu'une réussite n'est jamais liée au hasard. La réussite a des racines invisibles. Et c'est pour ça que la promesse et la mission que nous avons chez Stangelin, c'est d'aider les entrepreneurs à regarder différemment. Brillant. Adoré, super. 3 marqueurs pour le cabinet, je les ai notés. Pour toi, premier marqueur, c'est la découverte du monde des cabinets, Ouais. déjà. Ouais. 2e marqueur, 2016, création de Stangelin. Et ensuite, et ça dit peut-être de ton côté qui veut faire bouger les choses et tout ça, peut-être un petit peu ce côté de bienveillance, justement, ton implication claire dans les institutions de ce métier-là, de cette branche-là. Ma question, c'est déjà, pourquoi tu t'y investis? Parce qu'on s'imagine que patron d'un cabinet comme le tien, déjà, il y a beaucoup de travail. Pourquoi tu as besoin de ça en plus? Qu'est-ce que tu trouves ici que tu ne trouves pas dans ton cabinet? Et pourquoi faire surtout? Ouais. Alors effectivement, la profession d'expert comptable est une profession très organisée, très structurée. On a un ordre des experts comptables, on a une compagnie des commissaires aux comptes et on a des syndicats. J'ai été en fait quasiment dès mon début d'exercice, donc depuis 2016, Ouais. engagé dans les syndicats. Je suis vite devenu président d'ailleurs d'un des syndicats des experts comptables. Alors, il y a combien de syndicats? Il y en a 3. D'accord, ok. 3 principaux. J'ai été après engagé dans cette démarche, qui est une démarche vraiment bénévole, hein, Ouais. non lucrative. C'est du temps que tu ne passes pas dans ton Ouais. cabinet, jusqu'à aujourd'hui devenir vice-président de l'ordre des experts comptables de la région parisienne. Voilà, il y avait les élections, les dernières élections étaient en 2024, il y a 1 an, et j'étais candidat en binôme, hein, pour cette présidence. Donc on a gagné, je suis vice-président de l'ordre aujourd'hui. Alors pourquoi cet engagement? Déjà, je pense que j'ai un bagage familial très associatif. Voilà, D'accord. mes parents sont pasteurs, mon grand-père était pasteur, mes frères travaillent dans l'associatif. Enfin, voilà, on a toujours été dans ce milieu-là, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Alors je suis comme devenu expert comptable malgré ça. Ouais, ok. Mais l'engagement associatif, c'est quelque chose qui est assez rattaché à mon ADN. C'est quoi? C'est la culture de l'autre? C'est Oui, c'est de ça? l'engagement. L'engagement. Donc je le fais par sincère envie de m'engager pour ma profession, parce qu'il y a des choses qui évoluent, tu le disais très justement en introduction, et donc j'ai envie de m'engager pour la profession. Après, j'y vois aussi un intérêt personnel et pour le cabinet, c'est que le fait d'être engagé dans les institutions, d'y passer du temps, permet quand même de voir certaines choses, certaines évolutions de la profession. En phase amont? Voilà, d'être en avance de phase sur beaucoup d'innovations par rapport aux partenaires, par rapport à la tutelle de la profession, puisque c'est Bercy, hein, qui est la tutelle de la profession. Et donc, il y a quand même un petit intérêt stratégique pour le cabinet d'avoir cette capacité à infuser au milieu de tout cet écosystème. Tu benchmarks beaucoup plus, Oui. tu vois un peu ce qui se passe ailleurs. Oui. Ok. Ouais. Puis après, il se trouve que c'est quand même, comme souvent, une aventure humaine. Je me suis fait beaucoup d'amis, vraiment d'amis très proches dans ce syndicat et ces institutions. Donc,
partagent très, très souvent des cigares, et des coups à boire. Et évidemment, ça fait partie de cet équilibre global parce que c'est du temps, c'est de l'engagement, c'est donc un coût pour le cabinet aussi puisque, ben, évidemment, c'est du temps que je ne passe pas au Absolument. cabinet. Mais je pense qu'il y a un équilibre global qui a été trouvé pour tout le monde. C'est quoi les grands chiffres de cette profession? Vous êtes combien à peu près? Il y a 22 000 experts comptables en France, Ah oui. 180 000 salariés de cabinets, en France. Si on ramène à la région parisienne, dont je suis le vice-président, c'est plutôt 7 000 experts comptables et 60 000 salariés. Donc c'est quand même une belle profession, hein, en termes de taille, qui est plus petite que les avocats, par exemple, qui sont beaucoup plus connus que les Ouais. experts comptables, puisque les avocats, je crois qu'ils sont 80 ou 100 000, hein, quelque chose comme ça. Mais par contre, nous, on a beaucoup de salariés. Donc, si on globalise la totalité de la population, c'est plutôt une belle profession, une D'accord. profession assez importante, et qui a un poids aujourd'hui, plutôt, majeur, en termes de relais entre les entreprises et l'administration fiscale, puisqu'on est un peu le relais entre les Absolument. TPE et l'administration fiscale. On est un peu leur moyen de communiquer, de faire comprendre des réformes qui ne sont pas toujours très simples, hein. Heu, J'en profite puisque tu en parles. Heu, des velléités, à la présidente de cet ordre ou? Je me suis présenté en Ah! binôme, donc on a été élus en binôme, et donc si tout va bien, effectivement, je devrais prendre la présidence dans les mois à venir, Oh! si tout va bien. Si tout va bien. Alors on verra et on vérifiera ça avec plaisir. Revenons au cabinet. Des hommes, des femmes. Est-ce que tu peux, résumer, la promesse, l'offre du cabinet Stanger? Ouais. Alors nous, on adresse, en expertise comptable, surtout des TPE, des PME et des ETI, Ouais. plutôt franciliennes, Ouais. qui sont dans le service. On a beaucoup d'entreprises de services, des boîtes de conseil, des boîtes d'informatique, des éditeurs, de logiciels. Beaucoup d'industriels. On a beaucoup tout l'industriel, francilien, voilà, on a beaucoup de clients dans ce secteur-là. D'accord. Et puis après, on a quelques secteurs plus atypiques comme de l'associatif, des grosses associations sportives, voilà, donc ça, c'est nos 3 types de clients et notre promesse, pour ces clients-là, ben, c'est de les aider à réussir. On pense que, lorsqu'on accepte un client chez nous, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes et on a le luxe de pouvoir choisir, nos clients, on va choisir des clients qui ont des projets. OK. Des visions, des projets. Exactement, OK. qui veulent évoluer, qui veulent grandir, qui veulent faire autre chose, qui veulent, améliorer, optimiser et donc dès lors qu'on a un client qui veut, qui veut aller au bout d'un projet, d'une idée, d'une vision eh bien nous, on va être à ses côtés pour l'accompagner. Alors évidemment, on fait de la comptabilité parce qu'on est expert comptable, Ouais. mais on a développé tout un panel de services. J'allais y venir. En fait, vous avez élargi le spectre quand Ouais, même. tout à fait, vous savez alors on a suffisamment grossi en disant aujourd'hui pour être, une cinquantaine de personnes au sein du cabinet donc C'est ça quand nous même un beau bateau quand même, hein? on en est content. Et on a structuré ça avec des pôles de compétences, des métiers, Donc sur j'ai la noté, juridique, patrimonial, social RH. oui, on fait de la transaction, on fait de la gestion de patrimoine, et en fait, tous ces services permettent d'aider ces entrepreneurs, je le redis, à réaliser leurs rêves parce que c'est notre mission, les aider à réaliser leurs rêves. C'est ce fameux regarder différemment? C'est regarder différemment. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment regarder différemment? Bah, tu as une dualité, c'est-à-dire que, Ouais. quand on en parle à nos collaborateurs, nous, on essaye de se mettre en opposition avec, une vision trop standardisée du métier. C'est-à-dire qu'évidemment, bah, il y a des déclarations à faire qui sont les mêmes pour toutes les entreprises, des comptabilités qui sont normées et cetera. Mais on veut pousser nos équipes à sortir du standard et donc on leur dit: «Regardez différemment chaque client». 2 clients qui ont la même taille, la même activité, vont avoir des cultures différentes, des visions différentes, des projets différents et donc il faut être en capacité pour chaque collaborateur de regarder chaque client différemment, sans le voir comme simplement, une entreprise de restauration, une entreprise Avoir cette capacité à changer d'angle de vue peut-être sur un même absolument, projet. voilà. Ça, c'est la dualité cabinet, la dualité, client. Eh bien, on se rend compte que les dirigeants de PME, les dirigeants, d'entreprise sont souvent la tête dans le guidon. Ouais. Il est fréquent de se rendre compte qu'ils ne voient pas certaines choses parce qu'ils n'ont plus le recul nécessaire et donc notre mission, c'est de les aider à regarder différemment leur entreprise pour trouver les racines invisibles de leur succès. OK, j'entends. C'est-à-dire leur sortir un peu de temps en temps la tête de l'eau et leur faire le pas de côté, d'analyse. Exactement. On y reviendra parce que ça rejoint beaucoup les notions. On en a beaucoup parlé dans cette émission avec, l'ordre des experts également sur ces métiers qui étaient télescopés par les nouvelles technologies et que probablement que la mission, vos missions allaient être évoluer plutôt à des rôles de copilote d'entreprise. Oui. C'est peut-être ce que vous faites déjà en faisant le pas de côté en ce moment-là. Exactement, exactement. Bah, tout ce qui est en train d'arriver avec la facturation électronique, l'intelligence artificielle, heu, transforme le métier. Ouais, c'est une évidence de le dire, tout le monde le dit, puis tous les métiers sont aujourd'hui quand Oui, même, bien sûr.
en train de se transformer. Si tu veux, avant, le rôle historique du cabinet comptable, du cabinet d'expertise comptable, c'était de collecter de la donnée financière pas structurée, pas ordonnée, des factures papier, Ouais, des mails dans tous laborieux, les ouais, c'est sens. sûr, c'était C'était laborieux. Ouais. un gros J'ai travail de été un de collecte. ces chefs d'entreprise qui donnait, tu sais, les notes de frais comme ça dans une enveloppe. Voilà, c'est moi, c'est moi. Ouais, Bon, voilà, donc ça, c'était notre rôle, c'était ouais, de s'occuper de toi, de ouais, t'aider à récupérer ces pièces et à construire de la donnée structurée, parce que ouais. la donnée comptable est une donnée structurée. Et ça disparaît. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, globalement la numérisation de l'économie, et de la facturation électronique, la donnée va être structurée en amont. Et donc, on va être des collecteurs de données déjà structurées. Gestionnaire de data. Exactement. Et donc, toute la capacité des cabinets à proposer de la valeur demain n'est plus de créer de la donnée structurée, puisqu'elle est déjà structurée en amont, mais de l'exploiter correctement. Et donc, ça veut dire la collecter en temps réel avec la plus grande efficacité et efficience possible, mais surtout l'exploiter, c'est-à-dire lui donner une autre réalité, une réalité L'intellectualiser. opérationnelle, exactement, pour la rendre compréhensible pour le client, Ouais, parce qu'une donnée comptable est en réalité assez peu compréhensible pour un absolument. chef d'entreprise. Et donc, il faut lui donner un corps, une réalité, la mettre dans la terre, cette donnée, pour qu'elle puisse être comprise par le chef d'entreprise et qu'elle lui apporte de la valeur dans ses prises de décision. Et probablement être aussi un peu proactif. Oui. Dire attention, on analyse la data et des signaux nous disent que dans très peu de temps, il faudra aller par là. La proactivité, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui à la profession comptable. D'accord. La profession comptable a toujours vécu d'un flux de missions liées à des obligations légales. Faire des fiches de paye, faire des déclarations de TVA, faire des bilans. Et donc, il y avait un flux permanent, largement alimenté par la complexité de Bercy, finalement de missions, de Ouais. chiffre d'affaires à facturer pour le cabinet. Ça va évoluer. Parce que maintenant, la donnée est structurée en amont, elle est poussée et tout va s'automatiser. Les déclarations fiscales vont se remplir de plus en Absolument. plus automatiquement ou être pré-remplies par l'administration fiscale. Donc les cabinets doivent changer de posture et donc collecter cette donnée et à partir de là rebondir en étant proactif et proposer des nouvelles missions. On est sur ce volet nouvelles technologies, IA, choses comme ça. Comment tu vois ça de ton poste? Alors, bien sûr, de professionnel, mais comme tu le dis, tu as des missions à l'ordre. Euh, Ils sont comment tes collègues? Ils sont effrayés de ça? Est-ce qu'il y a une résistance au changement? Est-ce que ce qui est nouveau fait peur? Ou est-ce qu'il y a plutôt une volonté de la profession de se dire: «OK, c'est peut-être un truc bien, en fait»? Alors, il y a de la peur. Bien Il y a de sûr. la peur. Faut pas se mentir, ça fait peur. Même moi, j'ai peur. D'accord. Quand tu vois l'intelligence artificielle, les progrès que ça fait, enfin, c'est moi quand j'utilise ChatGPT, alors je suis assez nul, mais quand j'utilise ChatGPT pour lui demander un truc du quotidien, je me dis, mais il ne lui faudra pas longtemps pour savoir faire un bilan Il comptable. est déjà arrivé très vite et il va très, très Donc évidemment qu'il y a de la peur. Après, aujourd'hui, les confrères, fortement aussi incités par la tutelle, par l'ordre, ont commencé leur transformation, ont commencé à mettre en place des stratégies business dans leur cabinet, à changer de posture, hein, comme je disais tout à l'heure. Après, il y a quand même une conséquence que l'on constate maintenant dans la profession, c'est une grosse concentration. C'est-à-dire que la profession, et notamment en Île-de-France, était composée de cabinets avec un expert comptable, 5-10 collaborateurs, OK. enfin, tu vois, le libéral. Ouais. Ouais, vraiment le professionnel libéral, très Le éclaté. notaire, c'est clair, ouais. OK, Exactement. ouais. Et là, en fait, depuis un an et demi, on constate des regroupements, de la concentration, des gros cabinets qui se créent à partir de rien, avec des gens qui se regroupent, des fonds d'investissement qui arrivent dans la profession, qui mettent de l'argent pour Ah ouais. regrouper plein de cabinets. Donc on voit quand même une concentration qui est peut-être une réaction liée à la peur, mais qui est aussi une réaction rationnelle parce que pour être proactif, il faut faire rentrer des nouvelles compétences dans notre cabinet. Il faut aussi avoir une certaine taille critique pour ouvrir certains pôles. La gestion de patrimoine, tu la Ouais. fais pas quand tu es 3 dans ton OK, cabinet, ouais. c'est pas possible. Et donc cette concentration est aussi une réponse à ce besoin de développer des nouveaux services. Donc de la peur, oui, mais la peur n'est pas forcément mauvaise si Ouais, elle du est questionnement, bah, correctement. tout au moins. Est-ce que tu penses qu'en 2030, par exemple, ouais, 2030, c'est vraiment c'est près, mais en même temps, à la vitesse de l'IA, c'est très loin. Est-ce que tu penses que ça n'existera plus, le petit cabinet isolé, et qu'il y aura que des conglomérats de gros? Alors je pense qu'il y aura beaucoup moins de petits cabinets. Ça, D'accord. j'en Ouais. suis assez convaincu. Je pense que ce sera vraiment dur d'être tout seul à son compte, mais il y en aura Il y en encore. aura. OK. Parce que tu as beaucoup de clients d'entreprises qui sont quand même aujourd'hui également en décalage par rapport à toutes ces évolutions et qui donc auront du mal à rentrer dans des grands conglomérats d'expertise comptable et qui voudront toujours le petit, tant que ce soit péjoratif en bouche, expert Ouais. comptable de proximité. Il y aura toujours des jeunes qui vont d'abord se lancer avant éventuellement de rejoindre
un cabinet. Et puis, il y a certains confrères qui ont développé des niches vraiment très spécifiques sur une typologie d'activité, une typologie de mission, et qui, eux, ont aujourd'hui une niche qui n'est pas forcément atteinte et dégradée par l'intelligence artificielle et Absolument. qui pourront perdurer. Je pense qu'il y en aura moins et qui seront beaucoup plus ciblés et beaucoup plus spécialisés, mais il y en aura moins et il y aura beaucoup plus de gros cabinets. Mmh. Alors c'est étonnant parce qu'en lisant un peu ton parcours, on s'aperçoit que tu viens plutôt d'un milieu modeste Oui. et tu n'es pas du sérail. Qu'est-ce que ça te confère comme pouvoir sur la branche, comme peut-être style de management? Le fait de ne pas avoir eu un père ou un grand-père expert comptable et d'y aller, toi-même avec tes marqueurs, tes envies? Alors, c'est vrai que la profession comptable, comme beaucoup de professions libérales, ce sont les professions un peu familiales où on est de père en fils ou de mère en fille expert comptable. C'est pas du tout mon cas, hein. Je le disais tout à l'heure, je suis issu d'une famille de pasteurs. Et je suis devenu expert comptable presque par accident en découvrant ça dans un test d'orientation. Ah OK. Vraiment, c'est un test d'orientation qui m'a dit que je devais devenir expert comptable. J'ai écouté le test et je suis devenu expert comptable. Et donc c'est vrai que je peux avoir ce profil un peu atypique en termes d'origine, même si j'ai passé les mêmes diplômes que les autres experts comptables, Ouais, donc je suis quand même un peu formaté ouais. comme les autres. Alors qu'est-ce que ça influe? Je pense que, évidemment, je n'ai jamais connu réellement le monde des experts comptables à l'ancienne, avec l'expert comptable au milieu du cabinet, un peu tout sachant avec les Ouais, collaborateurs ouais. autour de lui, sa petite cour. C'est pas trop ma vision, c'est pas trop ce que j'aime. Professoral et tout. Ouais, OK. donc je suis plutôt en j'ai toujours été en rupture avec ce modèle, comme beaucoup de cabinets aujourd'hui, hein. D'accord. On n'est pas les seuls, hein. Les cabinets sont quand même beaucoup modernisés sur cet aspect C'est une management. profession qui est extrêmement bien organisée, il faut le dire. Depuis quand même beaucoup de temps, il y a des corps qui ne sont pas très organisés sur la numérisation de leur métier, tout ça. L'expertise comptable est un truc très organisé. Oui, parce qu'on a des modèles très industriels. Ouais, On a des équipes, on a, encore une fois, 180 000 ouais, collaborateurs pour 20 000 experts comptables. On a des logiciels, on a beaucoup de clients, donc on est presque des petites entreprises par rapport à d'autres c'est vrai, professions c'est vrai, libérales. c'est vrai. Donc on est quand même déjà, voilà, très organisé. Mais il y avait, je pense, un déficit de management. Ça a d'ailleurs créé des gros biais en termes d'attractivité. Enfin, les jeunes se désengagent beaucoup de la filière parce qu'il y avait des dérives managériales dans la profession. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé après ça et que la plupart des cabinets ont fait leur mue, sont allés sur des managements, je dirais normaux, Ouais, non esclavagistes, participatif, par participatifs. l'exemple, choses comme ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est ce qu'on a nourri chez Stangelin. Donc je pense que j'ai plutôt un mode de management bienveillant et que ça se ressent dans les équipes. Voilà, après je reste un chef d'entreprise avec des décisions qui parfois sont dures à prendre, mais ça a pu effectivement influencer là-dessus. Je pense que chez Stangelin, on a un mode de management assez atypique par rapport aux autres entreprises Ouais, en ouais, général, les cabinets OK. comptables. Vous avez votre marqueur. Bah, justement, les équipes, on va s'arrêter 3 secondes là-dessus, c'est important. Parce que j'ai toujours derrière chaque grand homme, il y a quand même une équipe en général. Hem, on sait tous aujourd'hui, peu importe la branche, que c'est très difficile de recruter des gens. Il paraît, important de dire que c'est de plus en plus dur de garder les bons talents. Comment tu fais toi? Par ce type de management ou il y a d'autres choses qui viennent se dire que en fait, c'est cool de bosser chez cet ange-là, quoi? Alors, c'est vrai que la problématique du recrutement, c'est la problématique numéro 1 de Ouais, tous les chefs d'entreprise. C'est dur de recruter chez les cabinets comptables. Chez Stangelin, c'est dur aussi de recruter. Alors, nous, on a la chance d'avoir assez peu de turnover. OK. D'accord? Donc tu disais le problème, c'est de les garder. Ouais, C'est vrai qu'on a beaucoup investi, sur la marque employeur, y compris à une époque où on était d'une taille plus modeste. On avait déjà investi sur cette marque employeur. Donc on a une communauté interne assez forte chez, Stangelin, beaucoup d'événements internes, beaucoup de OK. je pense de bienveillance. On a toujours eu aussi, à cœur d'avoir, une charge de travail raisonnable. Donc on n'a pas des collaborateurs qui Qui sont sont usés? explosés, OK, qui sont usés. et en tout cas Il pas y a des non-stop. Voilà, non, il mais peut avoir des il y a pics, des charges de travail, des pics, mais en fait, on fait attention à ça. donc on essaye vraiment de soulager, tout le monde et le constat est que pour l'instant ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a un Ouais, turnover vraiment faible, réduit par rapport à la moyenne de la profession. Donc c'est de l'investissement parce que, bah, voilà, ça se travaille, il faut aussi être à l'écoute des équipes, faire des retours. Ça veut aussi dire parfois refuser des prospects parce que si, ça fait exploser ton équipe, ça sert à rien de prendre OK. ces Croître prospects. trop vite, ouais. Ça veut aussi dire, déléguer des décisions. Voilà, on a aujourd'hui des managers au sein du cabinet qui ont le droit, la liberté, de se séparer de clients s'ils estiment qu'il y a des dérives en termes d'organisation et cetera. Donc Sacrée responsabilité quand même. ouais, 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 donc on essaye de les canaliser quand même parce qu'ils ne peuvent pas qui Bah, mais Jules, lui, non, non plus.
Mais donc, cet équilibre qu'on a trouvé avec les équipes marche plutôt bien aujourd'hui. Je ne vais pas te dire qu'on est à 0 départ, mais on est assez satisfait de la stabilité qu'on a réussi à avoir dans l'équipe depuis maintenant presque 10 ans. En préparant, je me suis intéressé, bien entendu, à toi. 2 phrases qui ressortent, que j'ai bien aimées. La première impression est souvent la bonne. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ah, déjà, d'où ça vient? Et est-ce que tu le vérifies tous les jours, ce truc-là? Oui, je vérifie tous les jours que ces deux phrases sont justes, en tout cas en business, Ouais. dans les affaires. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et à chaque fois que j'ai voulu passer, ne pas avoir un doute, je me suis planté. Donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et alors l'exemple de notre aventure chez Stangelin où on n'a pas voulu entendre cette petite voix qui sonnait Ouais. dans notre oreille, c'est une acquisition. On a racheté un cabinet en 2018 où le vendeur, donc un expert comptable, évidemment, avait une personnalité dont on pouvait Il y avait des se douter red flags partout. que ça le ferait pas. Ouais. On a foncé, bon, on était très jeunes en plus à l'époque, on a foncé, on l'a fait, ça s'est très bien passé, l'opération s'est très bien passée. Mais derrière, on a eu un contentieux très lourd, même judiciaire, Ah oui, OK. avec ce confrère qui m'était Donc la prudence aurait été de dire: «Suis ton intention» et dit, Bah, quand c'est vraiment parti en vrille, avec mes associés, on s'est dit, on savait que ça allait arriver. Ouais, ouais. Donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça se vérifie absolument tous les jours dans les affaires. Moi, j'avais, avec, des associés, j'avais le même genre d'autre, c'était celui qui dit non a raison. Oui. Tu vois, c'est une certaine forme de prudence dans les choses. Tout à l'heure, tu le mentionnais, je reviens, sur le volet un peu politique parce que tu disais que, la tutelle, sympa, mais c'est un peu compliqué. Ce bazar, hein, on va l'appeler comme ça, gouvernemental, ambiant, cette latence en ce moment et tout ça, elle te pousse à faire les choses différemment aujourd'hui, à réfléchir peut-être plus court-termiste? Oui, absolument. C'est terrible de se dire ça, mais maintenant, on est dans un temps très court Ouais. parce qu'on ne sait même pas ce qui va être voté dans 2 semaines, fou. 3 semaines. On ne sait même C'est pas si ça va être voté. Si le ministre va être encore là. Il y aura encore un ministre, absolument. Ouais, Non, c'est mais fou. c'est Ouais. dingue. Et je ressens chez mes clients entrepreneurs aujourd'hui une crainte de l'avenir. Il y a quand même l'échéance de 2027 qui arrive. On ne va pas faire de politique, mais enfin, qui est quand même un peu majeure et où il peut y avoir des chamboulements très importants qui auront des conséquences. Bah, il y a même les municipales et 2027 qui vont avoir des enjeux très lourds. Ça va être très lourd pour le business. Et donc, évidemment, on va quand même privilégier maintenant le court terme et se dire, bon, attends, ce qui est sûr là, c'est on a 2 ans pour essayer de cadrer les choses. Voilà. Se projeter à plus long terme, ça devient compliqué. C'est Ça risqué. devient compliqué parce que c'est trop le bazar. On sait pas ils ne savent même pas où eux ils vont. Et donc, nous, on est incapable de savoir quelle va être la bonne voie. Il y a une vraie défiance aujourd'hui des entrepreneurs. Je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte. Il y a une vraie défiance aujourd'hui des entrepreneurs vis-à-vis du monde politique. Et je dis d'ailleurs du monde politique plus que de Bercy, parce que Bercy, à la limite, ils subissent ça autant que nous. Oui, enfin, il reste régalien quand même. C'est-à-dire que c'est un grand ministère. Ils font tourner la machine. Mais C'est après, ça, les c'est ça. décisions perdues dans la nature, ils les subissent beaucoup aussi. Et je peux le dire, parce que de par mes fonctions à l'ordre, j'échange beaucoup avec l'administration fiscale. Et on a quand même affaire à des gens plutôt, ça peut surprendre ce que je veux dire, mais bienveillants, Ouais, compétents, ouais, et qui essayent de faire en sorte que les choses se passent bien pour tout le monde, y compris les entrepreneurs. d'accord. Donc ils subissent ces décisions, il faut être honnête, OK. ils les subissent. Maintenant, il y a une vraie rupture de confiance aujourd'hui entre les entrepreneurs et le monde politique. Et donc ça freine tout le monde. Moi, j'en suis intimement convaincu Mais et moi-même, ça me freine. tu as raison parce que regarde, si on regarde, ne serait-ce que 10 dernières années. IA, Covid, crise gouvernementale, géopolitique. Tu sais, c'est quand même des marqueurs, pour les entrepreneurs qui disent: «Surtout n'y allez pas. Surtout freinez des cas de fer». Tu le sens toi, ce truc-là, cette lenteur, cette latence, cette peur des entrepreneurs aujourd'hui à ne serait-ce que bouger une oreille? Oui, bien sûr. Je vais même te dire, je discutais il y a quelques mois il y a quelques semaines avec un notaire qui a une étude à Paris et qui nous disait que en l'espace de 2 mois, 3 mois, là, depuis Ouais. que François Bayrou a sauté, ils avaient fait, dans son étude, ils avaient fait plus de rendez-vous avec des chefs d'entreprise pour parler d'expatriation qu'en 10 ans. Ça, c'est quand même important comme Dingo. signal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis, ça ne veut pas dire Non, qu'ils mais vont c'est-à-dire partir. qu'on se pose des questions. C'est-à-dire qu'ils se posent la question. Fou. J'ai quelques baguettes magiques en général. Je vais t'en filer une, puisqu'on en parlait. Demain, tu es nommé à la tête de Bercy. C'est toi. Tu vois, tu as sauté des galons quand même là. C'est quoi tes premières mesures?
je démissionne. Bon, imaginons effectivement la situation. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de remettre de la confiance. Ouais. La problématique, c'est que cette confiance, elle ne pourra être restaurée que sur un temps long. La promesse qu'il faut réussir à faire et à tenir tous ensemble, pouvoir public, entreprise, particulier, c'est une vision dans laquelle tout le monde fait un effort. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans une telle fracture, une telle violence entre les différentes parties que c'est le tout ou rien. C'est Ouais. soit les super riches qui vont payer, soit on réduit toutes les Ouais, dépenses. c'est une certaine Il y a- forme d'envie d'immédiateté les choses. Voilà. Et il n'y a plus personne qui est capable de se dire on est tous dans le même bateau, parce que globalement tous dans le même bateau, quand même, faut se le dire. C'est quand même notre épargne, hein, tout ça, donc ce serait bien qu'on en prenne soin tous ensemble. Et donc il faut être en capacité de tracer un chemin et de tenir ce chemin. Est-ce que j'en serais capable? J'en suis pas sûr. Voilà, j'en suis pas sûr. Je suis le premier à critiquer les politiques, je sais Ouais. pas si je ferais mieux qu'eux, parce que c'est vraiment, vraiment le bazar. Ouais, oui, en ce moment, je te le concède. On arrive un peu au terme de cette entrevue. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ta personnalité à toi. Peut-être que c'est ton côté papa, mais j'ai lu que ce qui t'effraie aujourd'hui presque le plus, c'est le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux. Ouais, je suis assez touché par cette question-là. Alors, je suis assez anti-réseau social. J'avoue que je n'y vais Ça fait plus quasiment de mal que plus. de bien, sûr. Ouais. Ouais. Il y a des dérives égocentrées que je trouve absolument terribles, qu'on constate même aujourd'hui sur LinkedIn. Ah, quand tu C'est vas vrai. sur LinkedIn, On a reçu, on embrasse d'ailleurs Fabien Arata, la patronne de LinkedIn France. Et effectivement, les questions des internautes qui voulaient la questionner sur notre émission disaient, Lindon, il n'y aurait pas un syndrome d'instagramisation de LinkedIn là? Ouais, alors moi j'appelle ça syndrome énergie 12, mais oui, je ne vais même plus sur LinkedIn, alors que j'adorais ce réseau parce qu'il y avait beaucoup d'informations techniques intéressantes pour Ouais. moi, mais C'est pipolisé, c'est affreux. Et donc je trouve que ces réseaux, alors est-ce qu'il faut les modérer, ça j'en sais rien, je suis Ouais, ouais. je suis pas, je suis pas du tout compétent pour me prononcer là-dessus, mais c'est quelque chose, c'est ce qui me révolte aujourd'hui. Tu vois, Ok. je peux être insensible à beaucoup de choses, y compris le bazar politique, ça peut presque me passer au-dessus maintenant. Mais ce qui se passe, la violence qu'il y a sur les réseaux sociaux et vis-à-vis notamment des enfants, Ouais, mais il y a des différents faits divers qu'on a. ouais, ouais. D'ailleurs, Damien XVI a fait une très belle musique qui s'appelle L'INSEE sur cette pauvre, je ne sais plus, c'était une collégienne lycéenne qui malheureusement s'est suicidée Ouais. suite à un harcèlement scolaire. Moi vraiment, c'est ce qui me brutalise le plus, et d'autant plus que, comme tu le disais, je suis T'es père papa. de Je filles. pense qu'à partir du moment où on a cette paternité, on change un peu de prisme de. Ça fait peur. Ah ouais. Vraiment, ça fait peur parce que je pense qu'on estime mal la violence inouïe que ça peut générer à l'intérieur de quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Non, je te rejoins assez. Je vais utiliser et je vais te donner mon deuxième pouvoir et dernier pouvoir magique que je peux donner aux gens dans cette émission, c'est le fameux contrôle Z. Le contrôle Z sur ta vie, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, c'est revenir en arrière d'une décision maintenant que tu connais la suite des événements, que tu ferais, mais peut-être différemment. Tu l'utiliserais pourquoi, ce contrôle Z? Eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais je ne l'utiliserai pas. Ah, ok. Des échecs, j'en ai eu, des mauvaises décisions, j'en ai prises beaucoup, comme tout le monde. Mais je pense que chez cet ange-là, en tout cas, et dans ma vie personnelle aussi, on a toujours fait en sorte que ces mauvaises décisions, ces mauvais choix deviennent des leçons. Ils sont D'accord ? constitutifs. Exactement. Ok. Et toutes les mauvaises décisions que j'ai prises, et j'en ai pris, hein, vraiment, et j'en prends, même tous les jours, j'en prends certainement, finalement nourrissent aujourd'hui mon expertise, mes qualités managériales, et me construisent. Donc, même mes plus grosses erreurs, tu vois, tout à l'heure, on parlait du litige qu'on a Ouais. eu avec Ouais. ce confrère. Tu l'auras fait. Ouais, je l'aurais quand même fait. Parce que, bon, ça m'a quand même bien vacciné et bien lancé dans la piscine du monde réel. Mais aussi parce que ça a été quand même une belle réussite, cette acquisition de cabinet. Donc, je n'arrive pas à mettre le doigt sur une erreur où je me dis, je n'en ai rien tiré, je n'en ai rien appris. C'est pas le plus linéaire des parcours, mais c'est le. Ouais, tout à fait. Et je pense que celui qui te dit qu'il n'a jamais fait d'erreur et que tout va bien, c'est notamment ceux qu'on a sur LinkedIn d'ailleurs, sont certainement des gros menteurs, parce que c'est juste pas possible. Ok.
Merci Gilles d'avoir partagé ce temps un petit peu avec nous, tu vois, on y voit un peu plus clair sur cette profession et je pense qu'on a besoin, tu as raison, de ces temps longs pour expliquer les choses aux gens. On te souhaite beaucoup de courage, bonne vie et bon vent au cabinet Stangelin. Merci à toi. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les coordonnées en bas de cette vidéo pour ne serait-ce que si vous voulez vous questionner sur le cabinet Stangelin, vous pourrez les contacter. D'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Portez-vous bien, tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.